Le monde ne crie plus. Il coupe le courant. Parce que ce qui se prépare n'est pas une simple colère contre Trump, c'est un boycott mondial organisé, ciblé et potentiellement dévastateur. Du Canada au Royaume-Uni, de l'Allemagne à l'Asie, jusqu'à l'Afrique et l'Amérique centrale et du Sud, l'idée monte partout. Boycotter Trump, son régime et tout ce qui est USA. Et si tu crois que ça ne te concerne pas, écoute bien, parce que ce genre de mouvement ne frappe pas là-bas. Il finit toujours par frapper ton portefeuille, tes voyages, ton avenir, ta sécurité. Le contenu affirme que le Canada a ouvert la voie en boycottant le tourisme vers les États-Unis et des produits américains, avec un résultat très réussi. Si d'autres pays copient ce modèle, ce n'est plus une crise politique. C'est un choc mondial. Mais voici la partie que personne ne dit à voix haute. Ce boycott a déjà trouvé une arme et elle tient dans ton téléphone. Tu te dis peut-être, d'accord, mais c'est juste des hashtags. Sauf que là, ce n'est pas un hashtag, c'est une mécanique. Dans le contenu, on voit le Danemark basculer après ce que le narrateur appelle les menaces récentes de Trump contre le Groenland et les propos haineux visant le Danemark. Et c'est là que la scène devient concrète. Une application apparaît, un outil simple, presque banal, qui permet de scanner des produits pour savoir s'ils ont des connexions avec les États-Unis. Et selon le texte, cette appli devient l'appli la plus populaire du pays. On te donne même une image très précise. Normalement, tu as peut-être 200 000 téléchargements par jour. Mais là, en ce moment, la plupart des téléchargements seraient concentrés sur cette seule appli juste pour éviter les produits américains. Ce détail change tout, parce qu'un boycott, quand il devient une habitude automatique au supermarché, ce n'est plus un débat politique. C'est un réflexe quotidien, silencieux, massif. Et voici la question qui retourne l'histoire. Si une population peut filtrer l'économie américaine avec un scan, combien de temps avant que ça devienne un standard mondial? Maintenant, regarde comment ça escalade en quelques heures, pas en quelques mois. Parce qu'au même moment, le contenu dit que Trump se réveille et repart à l'attaque, cette fois contre le Canada. Et là, on n'est plus dans la polémique. On est dans la menace directe, noir sur blanc. Le contenu rapporte une publication attribuée à Trump, adressée à Governor Carney, en parlant du premier ministre Carney. Et le ton est immédiatement violent. Il écrit en substance que si Carney pense faire du Canada un port de déchargement pour que la Chine envoie des produits vers les États-Unis, il se trompe lourdement. Puis vient la phrase choc, la Chine va dévorer le Canada, complètement le dévorer, avec la destruction des entreprises, du tissu social et du mode de vie. Et surtout, il ajoute une menace très concrète. Si le Canada fait un deal avec la Chine, ce serait immédiatement un tarif de 100% sur tous les biens et produits canadiens entrant aux États-Unis. Ça, ce n'est pas une négociation. C'est une tentative de tenir un pays par la gorge, avec l'économie comme arme. Mais voici le détail qui change tout. Cette attaque arrive précisément après un contraste humiliant. Le contenu décrit un discours du premier ministre Carney à Davos, en Suisse, debout, ovation, sur le multilatéralisme, la coopération et le respect de la souveraineté. Et en face, un Trump qui rentre, confond le Groenland et l'Islande, puis décrit le Groenland comme un bloc de glace mal placé. Ce n'est pas juste une gaffe, c'est le signal d'un pouvoir qui parle fort et qui s'isole. Et maintenant, observe ce qu'il ne dément pas. Il ne recule pas. Au contraire, il élargit la cible. Et c'est là que l'histoire bascule d'un boycott de consommateurs à un boycott d'événements mondiaux. Dans le contenu, le narrateur explique qu'après le discours de Carney à Davos, l'effet n'a pas été l'apaisement, mais la provocation enchaîne. Trump, selon le texte, ne se contente pas de viser le Canada. Il attaque aussi des alliés historiques. Et c'est là que l'escalade devient explosive. Il évoque le Groenland, parle d'invasion, puis se trompe et l'appelle l'Islande. Et il ne s'arrête pas là. Le contenu dit qu'il décrit le Groenland comme un bloc de glace mal placé avant d'attaquer le Royaume-Uni et d'autres soldats de l'OTAN. Puis vient un passage qui transforme une querelle politique en blessure émotionnelle. Le texte affirme que Trump a essentiellement traité des troupes alliées de « suckers and losers » en disant qu'elles n'étaient pas vraiment en première ligne et n'étaient pas vraiment là pour nous.
Et le narrateur insiste, dites ça aux familles qui ont perdu des proches en Afghanistan, dites ça aux soldats revenus gravement blessés. Ce type de phrase ne provoque pas seulement de la colère, il fracture la confiance. Et sans confiance, les alliances deviennent des transactions froides, puis des ruptures. Mais voici la partie que beaucoup vont rater si on ne la regarde pas en face. Le contenu affirme ensuite que Trump menace des tarifs 10 puis 25 ou 30 contre les pays qui ne le laisseraient pas envahir le Groenland. Et il prétend même avoir fait un deal avec le Groenland et le Danemark que, selon le texte, personne n'a accepté. Ce n'est plus une diplomatie maladroite. C'est un jeu de domination improvisé qui pousse le monde à chercher un seul geste simple pour riposter. Ne plus acheter, ne plus venir, ne plus participer. Et c'est exactement là que le boycott change de niveau. Parce qu'il ne vise plus seulement les rayons des magasins, il vise maintenant le plus gros projecteur mondial de 2026. Le contenu bascule ensuite sur un symbole gigantesque, presque impossible à ignorer. La Coupe du Monde 2026. Et là, ce n'est plus un militant anonyme, ni une tendance TikTok. Selon le texte, un dirigeant du football allemand, un cadre de la Fédération allemande de football nommé Oke Göttlich, dit qu'il est temps d'envisager un boycott de la Coupe du Monde 2026. Puis il lâche une phrase qui sonne comme un tournant. « Pour moi, le moment est clairement arrivé. » Et immédiatement, le narrateur décrit la réaction des supporters à travers le monde. Il rapporte l'idée que beaucoup se demandent « Pourquoi venir en Amérique ?» en affirmant qu'ils voient les États-Unis comme un État terroriste avec la peur d'être tués par ICE et la Border Patrol ou jetés dans des camps. Ces mots sont extrêmes, mais c'est précisément ce qui leur donne un pouvoir viral, parce qu'ils frappent l'imaginaire. Si ce récit devient dominant, alors ce n'est pas seulement Trump qui est visé, c'est l'attractivité du pays. Et dans une Coupe du Monde, l'attractivité, c'est tout. Billets, tourisme, sponsors, images planétaires. Maintenant, regarde la vitesse. Le contenu dit que boycott USA a été l'un des hashtags les plus viraux sur toutes les plateformes dans les dernières 24 à 48 heures. Ce n'est pas une montée lente, c'est une flambée. Mais voici l'instant où l'histoire se retourne. Si la Coupe du Monde devient la scène du boycott, ce boycott ne restera pas numérique. Il deviendra physique. Et là, même les plus sceptiques devront choisir un camp sans même le vouloir. Le contenu continue avec une séquence encore plus choquante parce qu'elle mélange violence, propagande et mise en scène. Il affirme que hier, pendant que la Border Patrol et ICE auraient tué un homme complètement innocent, nommé Alex Jeffrey Pretty, à Minneapolis, Trump aurait fait quelque chose de glaçant. Au lieu de calmer le jeu, il aurait qualifié la personne tuée, décrite comme infirmier en soins intensifs au VA de Minneapolis, de terroriste domestique. Si ce passage est vrai, alors le message implicite est terrifiant. Ce n'est pas seulement l'adversaire politique qui est ciblé, mais n'importe qui peut être recadré comme une menace puis effacé du récit. Et là, attention parce que le contenu souligne une rupture de ton brutale. Au même moment, Trump aurait posté des photos de lui-même présentées comme un monde nouveau et courageux avec des images bizarres. Et puis, le récit s'élargit à l'international. En Chine, une source appelée Gino A News, dont le contenu aurait publié des photos et des vidéos IA. Et l'image décrite est hyper visuelle. Uncle Sam traînant un pingouin par le cou, comme une métaphore d'une Amérique exploitante qui détruit l'ordre mondial. Et voici le détail absurde qui rend ça encore plus viral. Le contenu insiste que Trump aurait posté des images marchant avec des pingouins au Groenland, puis rappelle que le Groenland n'a pas de pingouins. L'absurde devient une arme. Parce que quand une puissance mondiale commence à ressembler à une caricature, le monde entier se permet d'en faire un symbole à boycotter. Et maintenant, la vraie question, est-ce qu'on assiste à un boycott spontané ou à la naissance d'un réflexe mondial contre tout ce qui porte l'étiquette USA? Le contenu ajoute ensuite une pièce qui rend l'histoire encore plus dangereuse pour Trump parce qu'elle montre une contradiction facile à partager, facile à comprendre,
impossible à justifier. On revient au Canada et à ce fameux deal avec la Chine. Selon le texte, il y a une semaine, Trump avait été interrogé sur le voyage du premier ministre Carney à Pékin, où Carney aurait rencontré Xi Jinping pour discuter d'un pacte stratégique de commerce annoncé comme représentant 1 000 milliards de dollars. Le contenu cite des secteurs: véhicules électriques entrant au Canada, gaz naturel liquéfié acheté par la Chine au Canada, canola et autres produits. Puis vient le point central. À ce moment-là, Trump aurait répondu que c'était OK, que Carney devrait le faire, et même c'est une bonne chose pour lui de signer un accord avec la Chine. Et maintenant, selon le contenu, Trump fait exactement l'inverse. Il traite Carney de gouverneur et menace le Canada d'un tarif de 100% s'il fait un deal avec la Chine. Ce n'est pas juste de l'hypocrisie, c'est un signal d'instabilité. Et sur la scène internationale, l'instabilité est la seule chose que tout le monde fuit. Attention, voici où ça devient stratégique. Le narrateur lâche une idée très simple. C'est précisément pourquoi les pays doivent faire des accords commerciaux avec d'autres que les États-Unis. Et ça, c'est le carburant parfait d'un boycott parce que ça ne demande pas d'aimer quelqu'un. Ça demande juste de réduire un risque. Et maintenant, le contenu met une caméra imaginaire entre deux discours. Carney à Davos, Trump à Davos. Et là, la comparaison devient une arme de persuasion massive. Parce que quand le contraste est aussi net, le public n'a même plus besoin d'argumenter. Et c'est exactement ce que la séquence suivante va exploiter, avec des clips côte à côte qui ressemblent à un procès en direct. Le contenu dit ensuite que la CBC a monté une compilation de clips opposant Carney et Trump au Forum économique mondial. Et la force ici, ce n'est pas l'analyse, c'est l'effet caméra contre caméra, phrase contre phrase. On entend Carney dire « Nous vivons une ère de rivalité entre grandes puissances » et parler d'un ordre fondé sur des règles qui s'effacent. Puis il lâche une formulation lourde « Nous sommes au milieu d'une rupture, pas d'une transition ». Il décrit des grandes puissances qui utilisent l'intégration économique comme arme. Il va même jusqu'à dire « Si nous ne sommes pas à la table, nous sommes au menu ». Et il affirme « Nous soutenons fermement le Groenland et le Danemark et leur droit unique de décider de leur futur. » Et puis, Trump, dans les extraits cités, Trump dit « Tout ce que les États-Unis demandent, c'est un endroit appelé le Groenland », puis ajoute « Nous l'avons rendu ». Il insiste « Le Canada reçoit beaucoup de gratuits de notre part, il devrait être reconnaissant. » Et il lâche cette phrase glaçante « Le Canada vit grâce aux États-Unis. Souvenez-vous-en. » Il se vante. Ils m'ont appelé Daddy la dernière fois. Et il conclut « Nous sommes le pays le plus hot du monde. Tu n'as même pas besoin de choisir un camp pour sentir la collision. » D'un côté, un discours sur la survie des alliances. De l'autre, un discours de domination et de mépris. Et le monde entier comprend une chose. Si tu dépends d'un acteur aussi imprévisible, tu te fais tenir en laisse. Et c'est ici que l'histoire change de catégorie. Parce qu'un boycott, ce n'est pas seulement « je n'achète pas », c'est « je diversifie », c'est « je m'éloigne », c'est « je ne mise plus sur toi ». Et justement, le contenu montre que Carney ne parle pas en théorie. Il poste une photo avec des ministres chinois, parle de diversifier le commerce, attirer l'investissement, créer des emplois. Ça ressemble à une sortie de secours qui se construit en temps réel. Et quand une sortie de secours apparaît, les autres pays commencent à chercher la leur aussi. Le contenu termine sur une tonalité presque de mobilisation nationale, comme si le boycott n'était plus seulement une réaction, mais un test d'identité. On voit Carney poster et parler de renforcer les intérêts stratégiques du Canada, de partenariat, de diversifier le commerce et de croissance à long terme. Puis le narrateur insiste sur l'idée que le boycott canadien aurait déjà un impact réel. Il dit que ça dévaste l'industrie du tourisme aux États-Unis et frappe aussi des secteurs comme le whisky, le bourbon et d'autres industries liées à l'alcool. Ensuite, la scène devient très humaine. Le contenu fait jouer un extrait où Carney dit « Qu'est-ce qui fait du Canada un grand pays ?» et il répond que c'est le plus grand pays au monde pour être une personne normale. Il insiste « Tu n'as pas besoin d'être né riche, ni d'être d'une certaine couleur, ni d'adorer un certain Dieu. » Puis il bascule vers un avertissement. Il y a de longues périodes où ces valeurs peuvent prospérer sans être défiées. La nôtre n'en est pas une.
Et il martèle « Nos valeurs doivent être défendues. C'est ce que nous faisons. » Là, tu n'es plus dans une dispute commerciale. Tu es dans une psychologie collective. Quand un pays transforme une tension en récit moral simple, on défend notre façon de vivre, le boycott devient beaucoup plus durable parce que tu n'arrêtes pas un geste de principe aussi facilement qu'un geste de colère. Mais voici la partie que peu de gens anticipent. Un boycott national, ça inspire les autres. Le narrateur dit que partout sur les réseaux, d'autres parlent de ce boycott. Et il prédit que l'idée d'un boycott lié à la FIFA et à la Coupe du Monde ne fera que prendre de l'ampleur. Et là, le récit bascule vers un point final brutal. Si même des leaders perçus comme prudents ou faibles face à Trump se retrouvent sous pression, alors le centre de gravité politique mondiale se déplace très vite. Et une fois qu'il bouge, il ne revient pas en arrière au prochain cycle médiatique. Et maintenant, la vraie question n'est plus « est-ce que le boycott va arriver?», mais jusqu'où il va aller et qui sera le prochain domino. Et voilà exactement où l'histoire se referme, tout en s'ouvrant sur quelque chose de plus grand. Le contenu part d'un constat simple. Le monde appelle de plus en plus à un boycott contre Trump, son régime, et tout ce qui est USA. Il donne des scènes concrètes. Le Canada, qui boycotte tourisme et produits, le Danemark avec une appli qui scanne les liens vers les États-Unis, un dirigeant du football allemand qui parle d'un boycott de la Coupe du monde 2026 et un hashtag boycott USA décrit comme viral sur 24 à 48 heures. Il empile aussi les éléments de tension. Menaces de tarifs, attaques verbales contre alliés, Groenland et l'escalade permanente. Si on assemble ces pièces, on voit apparaître un phénomène rare. Ce n'est pas une crise qui explose d'un coup. C'est une crise qui se transforme en habitude mondiale, en réflexe de consommation, en réflexe de déplacement, en réflexe culturel. Et quand ça arrive, même un changement de ton politique ne suffit pas, parce que les habitudes survivent au discours. La phrase qui résume tout, c'est celle-ci. Ce n'est pas Trump contre le monde. C'est le monde qui apprend à fonctionner sans l'Amérique. Et c'est là le vrai piège pour Trump, parce qu'un boycott ne se gagne pas avec une conférence de presse. Il se gagne en regagnant la confiance. Et la confiance, quand elle casse devant des caméras, devant des tweets, devant des menaces écrites 100% tarif, elle ne se recolle pas avec une seule annonce. Alors maintenant, garde cette question dans un coin de ta tête. Si 2026 commence déjà avec ce niveau de rejet, qu'est-ce qui se passe le jour où un pays majeur dit officiellement, sans détour, « Nous ne participerons plus », parce que ce jour-là, ce ne sera plus une tendance, ce sera un basculement. Si tu veux la suite, abonne-toi, parce que la prochaine couche de cette histoire, c'est qui profite de ce vide et comment le monde se réorganise pendant que tout le monde regarde ailleurs. Fin.